émission proposée par Hype FM. Indéniablement, Hrant Dink aura marqué l'histoire des Arméniens et surtout celle de la Turquie. 7 ans après son assassinat, au-delà du fait que son procès n'est pas complètement abouti et que les vrais coupables ne soient pas désignés et arrêtés, Hrant Dink, le symbole, reste ancré dans les esprits des Turcs, de ceux qui l'aiment comme de ceux qui le détestent encore. S'il était porteur d'espoir pour les uns, il incarnait le danger pour les autres. C'est pourquoi il fallait l'assassiner au plus vite, car l'avenir était de plus en plus périlleux pour eux, avec Hrant Dink le charismatique, l'Arménien, qui osait parler de génocide, mais aussi de réconciliation de son peuple, mais aussi d'autres minorités, dans une société étouffée par les tabous. Notre émission Carte sur table aujourd'hui sera consacrée à la mémoire de Hrant Dink, avec pour invité autour de cette table Armen Kuyumjian, coprésident de la FAJA, et Loris Toufanian, président de la FR Nour-Serout. Bonjour. Bonjour. Nous serons en ligne avec Serge Avedikian, acteur, metteur en scène, Pinar Selek, sociologue turc, condamné en Turquie et exilé en France, et Erol Özkoray depuis la Turquie, et qui nous parleront de Hrant Dink, son combat et ce qui reste de Hrant Dink dans la société d'aujourd'hui, la société turque. Donc nous parlons également en fin d'émission de la mobilisation arménienne en France, surtout à la veille du voyage de François Hollande en Turquie, sachant qu'aujourd'hui même 2 manifestations ont lieu à Lyon et à Marseille, et demain ce sera Montpellier et Paris, place au Trocadéro, et nous serons en ligne avec Michael Kazarian, président du CCAF Rhône-Alpes, et Jacques Donabédian, président du CCAF PACA. Donc parlons, Armen Kuyumjian, d'abord de ce procès qui n'en finit pas, avec ces soubresauts et ces informations qui nous arrivent sur des arrestations, des condamnations. Où en sommes-nous? Est-ce que petit à petit, d'année en année, on a l'impression qu'on s'approche de la vérité? Est-ce que vous pensez réellement qu'il y a une volonté en Turquie d'aller jusqu'au bout par rapport à la vérité dans ce procès? L'information là actuellement, c'est que le procès reprend. Il reprend devant la cour d'appel. Donc c'est déjà quelque chose de positif, parce qu'au bout de 4 ans et demi de procédure, presque 5 ans, la cour d'assises d'Istanbul avait limité sa condamnation à l'égard de Yasin Ayal, qui était présenté comme le commanditaire, et l'autre personne inculpée dans le crime de Hrant Dink était Ogun Samat, ce jeune mineur qui avait déjà fait l'objet d'une condamnation par la cour d'assises des mineurs une année auparavant. Donc avec ce verdict qui minimisait au maximum, si vous voulez, les responsabilités et surtout donnait de cet attentat le reflet, l'image d'une action émanant de 2 personnes uniquement, dont l'un un mineur manipulé par un adulte nationaliste connu pour certains méfaits dans sa région de Trabzon. En limitant la portée de cette condamnation, ce verdict avait soulevé un véritable scandale en Turquie. De la société civile, bien évidemment, tous ceux qui depuis longtemps ont soutenu Dink, depuis longtemps savent parfaitement que derrière cet attentat se cache une ramification des gens très impliqués en haut de l'État turc. Ça, c'est une évidence qui a été démontrée à chaque fois. Et puis, démontrée comment? C'est important, c'est la question que les gens se posent. Que disent les avocats de Hrant Dink quand on dit on sait que c'est au plus haut niveau de l'État turc? Je dirais qu'il y a déjà une preuve indirecte, c'est que pendant ces 5 ans de procédure qui ont abouti à cette condamnation minimaliste, comme je viens de vous l'expliquer, pendant ces 5 années de procédure, le procureur qui est censé poursuivre les assassins et obtenir leur condamnation s'est limité au strict minimum et n'a rien fait. J'ai assisté à nombreuses de ces audiences. Je ne l'ai jamais vu prendre la parole. Je ne l'ai jamais vu défendre la thèse de l'accusation. Je l'ai toujours vu silencieux. Je ne peux pas dire que je l'ai entendu. Je n'ai jamais entendu s'exprimer. Donc, c'est un élément qui est en soi révélateur. Et ce qui est révélateur, c'est qu'on met cet aspect, son attitude, en opposition à l'attitude des avocats de la famille, qui, eux, ont, pendant 4 ans et demi,
ramasser un nombre de preuves incalculable déterminant qu'il y avait une implication, que les gens qui avaient trempé dans cet attentat ne se limitaient pas à ceux qui étaient poursuivis et dans le box des accusés, mais qu'il y en avait d'autres. On a demandé des auditions qui ont toujours été refusées. Il y a quand même les bandes magnétiques vidéo de la banque à côté du lieu de l'attentat qui ont été immédiatement récupérées par la police, et lorsqu'elles ont été restituées, il manquait une demi-heure. Donc on assiste là véritablement à des pièces qui ont été tronquées et falsifiées. On a des témoignages qui ont été donnés et entendus par des personnes qui ont fait part d'avis contradictoires avec la thèse officielle qui n'ont pas été tenus en compte. Et puis j'ai vu ces avocats faire un travail extraordinaire pour ramasser, recoller les preuves. Notamment, il y a l'épisode de la reconstitution vidéo à partir de la caméra du distributeur de banque juste à côté du siège du journal Lagos. On voit parfaitement que Ogun Samast, qui est filmé, repéré, tourne. Il y a des gens qui repèrent, qui cherchent Dink, qui le repèrent, qui attendent le moment où il va sortir. Des gens qui parlent entre eux, qu'on voit qu'Ogun Samast est couvert dans sa fuite. Donc il y avait d'autres personnes qui étaient impliquées dans cet attentat, et la cour d'assises n'en a pas tenu compte. On a demandé que les relevés d'appels téléphoniques soient examinés par la cour d'assises. La haute autorité des télécommunications a refusé pendant des mois et des mois de communiquer ces éléments. Au bout d'un combat acharné, finalement, on a obtenu communication de ces éléments, et le tribunal et le parquet ont dit il n'y a rien d'intéressant dans ces éléments-là. Or, les avocats ont démontré que, au contraire, il y avait 2 ou 3 personnes qui étaient inculpées, qui étaient en relation téléphonique ce jour-là avec des personnes qui étaient effectivement, qui ont appelé du siège, en tout cas à proximité du siège du journal Lagos. Alors ça, c'est des éléments qui peuvent faire aboutir à des preuves. C'est pas des preuves en soi. Par exemple, quand on parle du fait refuser d'instruire sur des éléments comme ça est une attitude qui prouve une volonté de ne pas clarifier les responsabilités et de ne pas rechercher les auteurs de l'assassinat. Alors, en attendant d'avoir peut-être un jour la vérité sortie d'une cour, d'un tribunal, est-ce que aujourd'hui les avocats de Hrant Dink, sa famille, se disent savoir qui est derrière tout ça, même si on ne parle pas de preuves devant un tribunal, mais finalement, vous le dites, on a des éléments. Donc, à qui on pense? Il y a tout le contexte qui entoure, je dirais, non seulement l'assassinat, mais ce qui s'est passé au préalable. On sait que ce qui a déclenché son arrêt de mort, c'est l'article qu'il a écrit sur Sabiha Gökçen, démontrant que la fille adoptive de Atatürk était une orpheline du génocide arménien. Donc ça, c'était un crime de lèse-majesté, c'était l'erreur à ne pas commettre, et tout le monde est relativement d'accord pour dire que ce jour-là, Dink est allé trop loin. En tout cas, il est allé au-delà de ce que pouvait accepter, je dirais, l'État profond, cette tendance, cette mouvance nationaliste qui occupe la place politique en Turquie. Et juste après ça, vous avez quand même le chef d'état-major qui dit maintenant, après cette déclaration, il faut en finir avec ces minorités. Et on sait que Hrant Dink se sentait lui-même menacé. Il a été convoqué à la préfecture en présence du chef des services secrets du MIT, et on lui fait comprendre qu'il est allé trop loin et qu'il faut qu'il fasse attention à lui. Et Hrant Dink, à partir de là, a compris qu'il était véritablement menacé, mais il n'a jamais été protégé. Alors que, je dirais de façon contradictoire, Orhan Pamuk, qui lui n'a pas été officiellement menacé, en tout cas avait fait l'objet sans le demander d'une protection par les policiers, alors que Dink, qui lui avait demandé une protection par les policiers, ne l'a jamais obtenue. Ce sont quand même des signes qui démontrent en eux-mêmes qu'il n'y a eu aucune volonté de le protéger. Au demeurant, la Turquie a été condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme le 14 septembre 2010 pour atteinte au droit à la vie, en n'essayant pas de protéger Hrant Dink et en ne recherchant pas véritablement les assassins de Hrant Dink, et en essayant plutôt de masquer les responsabilités qui pouvaient apparaître au sein de l'administration policière en Turquie. Alors, on parle d'une vraie organisation, vous l'avez dit, ça n'est pas l'affaire d'un jeune nationaliste qui aurait
encouragé, donné l'arme à Samas pour aller assassiner Hrant Dink. Donc une vraie organisation, on parle de l'implication de la police, en tout cas de la police de Trebizond. Est-ce qu'on a avancé, même si, encore une fois, le procès ne nous donne pas des réponses à toutes ces questions, est-ce que les avocats de Hrant Dink ont plus d'éléments sur ces aspects? C'est-à-dire, moi j'essaie de savoir qui est derrière, je veux dire, au-delà du fait que le préfet est menacé, au-delà du fait que le chef du MIT, l'agence de sécurité nationale turque, est menacé Hrant Dink suite à ces articles justement dont vous avez parlé. Qui est derrière? Qui est derrière? Non pas Samas, mais il y a Tuncel, il y a toute une bande, mais ils doivent être liés à des personnalités de l'armée, du gouvernement, j'en sais rien. Qui est derrière, on voudrait l'identifier, et c'est justement ce que ne veulent pas les autorités judiciaires. Parce que ce qui est important, c'est que en janvier 2012, ce verdict minimaliste a été rendu par la cour d'assises d'Istanbul, qui avait fait scandale, qui avait défrayé la chronique. Tout le monde s'en était indigné. Et la Cour de cassation, en mai 2013, a cassé partiellement ce verdict. Et ce qui est intéressant de soulever, de noter, c'est que cette cassation porte uniquement sur le fait que, effectivement, il y a eu une association de malfaiteurs. Ce n'est pas un crime limité à 2 personnes, mais c'est un crime organisé. En revanche, et on est toujours dans la limite que nous impose l'État turc par rapport à ça, et là, l'institution judiciaire, la Cour de cassation turque, elle dit, ce n'est pas une entreprise terroriste. Donc, c'est une association de simples malfaiteurs. Donc, qui laisse entendre que, effectivement, il y a peut-être eu un groupe organisé autour de l'assassinat pour organiser l'assassinat de Hrant Dink, mais ce sont des criminels de droit commun. Et on n'entre pas dans la qualification de groupe terroriste. Pourquoi? Parce que, bien évidemment, on ne veut pas donner une signification politique à son attentat. Et puis surtout, on veut couper le lien avec l'affaire Ergenekon, alors qu'on sait parfaitement que parmi les gens qui ont cherché à harceler Hrant Dink, l'ont poursuivi en justice, l'ont menacé, un certain nombre d'entre eux sont impliqués dans l'affaire Ergenekon et ont été condamnés. Au demeurant, et c'était tout le paradoxe de cette affaire, le procureur, en donnant ses réquisitions devant la cour d'assises, avait dit qu'effectivement il y avait un lien avec Ergenekon, mais n'était pas allé plus loin dans sa démonstration. Il l'avait simplement évoqué comme ça, mais n'en avait pas tiré les conclusions juridiques, parce que l'une des demandes qui avait été faite par les avocats de la partie civile, c'était de demander la jonction entre l'assassinat de Hrant Dink et l'affaire Ergenekon, l'assassinat de Dink étant l'un des volets de ce coup d'État, de cette tentative de contrôler le pays, de renverser l'élan démocratique qui commençait un petit peu à souffler à cette époque-là en Turquie. Alors, Loris Toufanyan, quand on a vu Samas porter ce bonnet blanc et 7 ans après, à la manifestation qui a eu lieu, enfin le rassemblement à la mémoire de Hrant Dink dimanche dernier, des policiers qui devaient venir protéger les manifestants, assurer la sécurité des lieux, portaient aussi ce même bonnet blanc que portait Samas, l'assassin de Hrant Dink. Qu'est-ce que ça vous dit? Ça veut bien dire ce que ça veut dire. En ce qui concerne le procès de Hrant Dink, effectivement, la vraie justice doit faire son travail. Je salue le travail de la Faja et des avocats de la famille de Hrant Dink. Mais l'assassinat, il est clairement politique. Ça veut dire que le responsable, c'est le régime politique en place en Turquie. Et ce régime-là, c'est le nationalisme, c'est le négationnisme et c'est le racisme, en fin de compte. À partir de là, vous me parlez du bonnet blanc de l'assassin, de Ogün Samas. Il y avait aussi l'histoire des rappeurs qui un peu partout en France, dans le Val d'Oise notamment, faisaient des concerts avec ce bonnet blanc et avec comme mot d'ordre tous en bonnet blanc. Il y a aussi eu l'affaire des ratonnades des grand-mères arméniennes à Istanbul et l'affaire des meurtres à la hache. En réalité, le problème du régime et de l'implication des appareils de l'État dans l'affaire de Hrant Dink, avec ce que vous me dites sur les policiers, c'est la haine. Le seul fil conducteur, c'est la haine. Voilà. Du point de vue de la police, du point de vue des 2 policiers qui avaient entouré Ogün Samas pendant sa garde à vue, on voit bien ce que ça veut dire. Le régime turc ne se cache pas. Et on nous dit, Armin Kumjan, que la police aurait, c'est Fethia Çetin, l'avocate de Hrant Dink, qui le dit, la police a accompagné l'assassin et
son commanditaire d'Istanbul à Trabzon, c'est-à-dire que ils étaient là avec eux, ils les ont accompagnés physiquement. C'est une preuve tangible de la connaissance que la police avait sur l'affaire avant même ou pendant l'exécution ou quelques minutes après l'exécution. Donc c'est une implication grave et certaine là. Non mais là il faudrait consacrer une émission entière sur cette procédure pour souligner toutes les violations, toutes les erreurs de jugement de cette cour qui occultent des détails très importants. Il faut savoir que Ogün Samast était mineur, je crois qu'il n'était presque jamais allé à Istanbul de sa vie, et se retrouve à Istanbul, connaissant parfaitement les lieux. Il voulait assassiner Hrant Dink le matin, mais comme il était en conférence de rédaction, il n'était pas accessible, il n'était pas joignable. Il est ressorti, il s'est dirigé directement dans un café internet qui n'avait pas pignon sur rue, en montant un étage, dont le propriétaire était un ancien membre de la police qui depuis a disparu. Je veux dire, comment il a trouvé toutes ces informations, ces repérages? Je veux dire, il était couvert dans sa fuite. Donc il y a plein d'éléments qui témoignent que c'était un groupe organisé, qu'on a laissé faire le meurtre. Maintenant, des policiers en eux-mêmes impliqués dans le transport d'Ogün Samast, je ne crois pas avoir. En tout cas, je n'ai pas cette information. Hein. En revanche, ce que je sais, c'est que ce café internet, effectivement, qui n'existe plus, qui a existé pour une durée très courte et qui a surtout servi à abriter, en tout cas couvrir Ogün Samast, avait fait l'objet d'une location par une personne qui était membre de la police. Donc il y a plein d'éléments comme ça qui, assemblés les uns avec les autres, démontrent qu'il y a une implication de personnes qui appartiennent à ce régime. Alors s'agit-il de l'État lui-même, de l'État profond, on ne sait jamais. C'est toute l'ambiguïté, la complexité de ce qui se passe dans ce pays. Mais toujours est-il que l'État officiel et l'État profond se rejoignent toujours lorsqu'il s'agit des Arméniens et de couvrir leur assassinat. Alors, nous aurons une émission assez agitée avec beaucoup d'intervenants par téléphone aujourd'hui, et nous sommes en ligne avec Serge Avedikian. Bonjour Serge Avedikian. Bonjour. Merci d'être avec nous et merci de nous parler de Hrant Dink. Vous l'avez connu personnellement. C'était un moment où ces rapports entre Arméniens de la diaspora, les Arméniens de Turquie et surtout entre Arméniens et Turcs n'étaient pas assez développés. On peut dire aujourd'hui c'est plus ou moins le cas. Que représentait à ce moment-là, il y a quelques années, il y a 10 ans à peu près, Hrant Dink, surtout pour vous qui avez fait un film sur le village de vos grands-parents, et Hrant Dink était parmi les premiers à l'avoir visionné en Turquie. Écoutez, j'ai rencontré Hrant en fait à Istanbul la plupart du temps, même tout le temps d'ailleurs, tout simplement parce que j'avais été interviewé par Agos lorsque Agos est né. Parce que j'allais à ce moment-là faire des repérages dans le village de mon grand-père, près de Bursa. Et donc c'est comme ça qu'on a noué la première fois. Et puis la deuxième fois, quand je suis allé pour tourner réellement, on a passé un moment ensemble. On a mieux fait connaissance et il m'a fait, lui, connaître petit à petit tous les intellectuels qui l'entouraient, comme Cengiz Aktar, Ali Bayram Orlu, Taner Akçam. J'ai dîné avec eux plusieurs fois. Et puis un autre voyage en 2005 m'a permis encore de le connaître encore mieux, de voir surtout sa conviction et surtout ce que je souhaite dire, sa capacité d'être un porte-drapeau, d'être un meneur de tous ces gens qui l'entouraient. Mais ce que je sentais quand même un petit peu aujourd'hui avec du recul, c'est qu'il était quand même, il avait, si vous voulez, un temps d'avance sur eux et donc il était un peu seul. Si vous voulez. La sensation que j'ai aujourd'hui, c'est qu'il a été quand même lâché par les gens, même les plus proches autour de lui, lorsqu'ils l'ont senti menacé. Ils ne l'ont pas assez protégé, ils l'ont pas peut-être même convaincu non pas de disparaître, parce qu'il ne voulait pas de toute façon quitter la Turquie, mais en tout cas peut-être de mener les attaques judiciaires différemment, et ainsi de suite. J'ai l'intime conviction aujourd'hui, pour avoir parlé aussi avec des gens qui étaient très proches de lui, plus tard, après l'assassinat,
que réellement il s'est retrouvé seul, quoi, face à tout ça. Et je pense que tout ce que j'entends sur l'organisation de cet état profond, de la façon dont les choses ont été montées autour de lui, ces menaces à l'usure, ils l'ont vraiment cerné, quoi. Il était vulnérable et je pense qu'ils l'ont tué à ce moment-là. Alors, voilà. on dit Serge Avedikian de Hrant Dink que c'était vraiment quelqu'un d'hyper charismatique. Il savait comment s'entourer par ces intellectuels qui eux aussi avaient, leur place dans la société en termes de penseurs, activistes. Mais lui, c'était, on le reconnaissait comme le leader de toutes ces bandes-là. Oui, mais il ne faut pas oublier que d'abord Hrant était arménien, qu'il dirigeait un journal arménien en bilingue. Tous les autres que je viens de citer sont turcs, ou en tout cas d'origine turque, reconnus par l'intelligentsia et universitaires pour la plupart du temps. C'est pas du tout le cas de Hrant. Hrant était plus un électron libre, un homme libre justement, qui pouvait se permettre de taper physiquement, même dans les restaurants, de taper de ses grandes mains sur la table pour affirmer ou infirmer quelque chose ou pour mettre en avant une conviction. Et je pense que les autres étaient beaucoup plus timorés, ne pouvaient pas jouer ce rôle de porte-drapeau, cette capacité de monter au créneau, même vis-à-vis de l'Europe, vis-à-vis de la France. Je me rappelle que en 2005 ou 2006, je crois, lorsque je lui ai montré le montage du film en présence d'une des conseillères du président Chirac à l'époque, qui était de passage à Istanbul, qui m'avait demandé d'ailleurs que je lui présente Hrant parce qu'elle était intéressée par lui. Le staff de Chirac était intéressé par Hrant, en fait, par rapport à la question arménienne en Turquie. C'était en pleine période, non pas de la reconnaissance du génocide, mais de la possibilité de travailler justement sur la pénalisation de la négation. Et donc, voilà, et je pense que Hrant était vraiment la personne sur qui on commençait à s'appuyer trop fortement. Et ça, je pense que les autorités turques commençaient à très sérieusement le savoir, et c'est ça qui devait les inquiéter le plus. Merci Serge Avedikian pour ce témoignage. Loris Toufanian, parlons justement des idées de Hrant Dink. C'est vrai que être en Turquie dans les années 2000, parce que c'est la période pendant laquelle nous avons connu Hrant Dink, dans ses articles, à travers ses articles, aussi son passage à Paris, et puis le regard de l'Arménien de la diaspora tel que nous la connaissons et le regard de l'Arménien de Turquie sont forcément différents, vu les circonstances dans lesquelles vivent les Arméniens de Turquie, les craintes, etc. Hrant, il a vraiment créé une situation nouvelle. Il a créé peut-être plus de crainte pour les Arméniens qui n'osaient pas, et ils voyaient en lui un danger nouveau pour eux, mais pour d'autres, au final, c'était l'homme qui a libéré les esprits, qui a osé, et justement cette audace aujourd'hui a été bénéfique pour cette communauté, me semble-t-il. Alors, quel est votre avis par rapport à l'apport de Hrant Dink pour les Arméniens de Turquie, mais aussi pourquoi pas pour la cause en général? Mais écoutez, en ce qui concerne la libération des esprits de la communauté arménienne de Turquie, et même j'irai au-delà de la société civile turque, qui comprend des Arméniens, des Grecs, des Turcs, des Alévis, des Kurdes. Effectivement, son œuvre est indéniable. Il a dynamisé tout ça. Et tous ses compagnons de route en parlent encore de lui comme étant pas le chef d'orchestre, mais le meneur de tout ça, comme on le disait précédemment. Qu'il ait été lâché ou pas, enfin c'est pas les informations que j'ai moi en l'occurrence de la part de Pinar Selek, c'est pas exactement comme ça que les choses sont vues de la part de ses compagnons de route. Au-delà du fait de se placer d'un point de vue de l'Arménien de diaspora ou du point de vue de l'Arménien de Turquie, il faut aussi se placer du point de vue turc, du point de vue de la stratégie de l'État turc. L'AKP, quand elle arrive au pouvoir en 2002-2003, a eu le soutien d'une partie de cette communauté des intellectuels en Turquie. Qui ont vu en l'AKP un espoir de changement. Mais quand on interroge et quand on parle avec ces intellectuels aujourd'hui, Pinar Selek en l'occurrence, qui est venu à une conférence organisée par le nous tout à l'heure par téléphone, oui, qui est venu à une conférence à Clamart il y a quelques semaines, nous dit que pendant 10 ans, l'ennemi
le premier ennemi de la société civile turque, des démocrates, des intellectuels, c'est l'AKP. C'est l'AKP. L'AKP a joué le deal dès son arrivée au pouvoir, de durcir l'arsenal juridique contre la démocratie et contre la liberté, notamment avec l'article 301. Et on se disait, même nous ici en diaspora, même dans ces locaux, que le jour où la Turquie arriverait à un point ultime de négociation avec l'Union européenne, ferait sauter cet article 301. On pensait que c'était ça la stratégie. Aujourd'hui, après 10 ans, l'article 301 est toujours là. L'article 301 est toujours là, mais aujourd'hui, en Turquie, on peut parler du génocide arménien. Il y a une avancée, et justement, les démocrates et les intellectuels dont vous parliez, c'est vrai que l'AKP avait peut-être sa stratégie, mais en tout cas, on s'est dit, c'était le cas pour beaucoup d'Arméniens, pour des Kurdes, et pour tous les gens opprimés, on va dire, c'était l'espoir. Il fallait profiter de cette occasion pour se libérer. Oui, je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une alliance commune, mais il y a une communauté d'intérêt. À ce moment-là, il y a pour les intellectuels et les minorités nationales une fenêtre de tir. C'est effectivement ces négociations de la Turquie pour l'adhésion de l'Union européenne, et la Turquie est obligée de faire des concessions, de lâcher la bride par rapport à la liberté d'expression et tolérer un certain nombre de débats qui sont ouverts. Et on ne peut pas nier aujourd'hui que le génocide arménien, on en parle en Turquie. Il a fait l'objet de réflexions beaucoup plus avancées au sein de l'intelligentsia turque et notamment de la société civile. Il faut quand même rappeler l'apport indéniable de Taner Akçam. On en parlait comme l'un de ses amis, l'un des amis de Hrant Dink. Mais le fait qu'il y ait des historiens turcs aujourd'hui qui écrivent, travaillent et produisent des œuvres scientifiques sur la réalité du génocide des Arméniens est en soi une avancée extraordinaire qui met la Turquie en porte-à-faux devant sa politique négationniste. Donc, mais la question est de savoir si c'est le fruit du travail et de la mort aussi, il faut le dire, de l'impact de l'assassinat de Hrant Dink, ou c'est parce que dans la société turque, une évolution s'est enregistrée. Concernant Taner Akçam, je pense que là, c'est son travail avec Hakan Tatvian qui l'a poussé à faire ce travail depuis une vingtaine d'années. Donc ça dépasse un peu le cadre. Mais le nombre d'Arméniens, je ne dirais pas honteux, mais qui se cachaient, qui avaient des éditorialistes connus, célèbres, qui reconnaissent qu'ils avaient un grand-père, plutôt une grand-mère arménienne, la parole s'est libérée grâce à qui? Grâce à Hrant Dink. Oui. Reprenons à gauche la signification de ce journal, le sillon, il a ouvert un sillon. C'est pas, le nom est bien choisi. Il a ouvert un sillon. Maintenant, ce que va donner ce sillon, est-ce qu'il va se développer, est-ce que on finira par effectivement aboutir à une reconnaissance de la réalité arménienne en Turquie? Parce que ce qui est important, c'est que Dink, lui, il a été l'un des premiers à dire, voilà, moi, je suis effectivement un citoyen turc, mais je suis arménien. Regardez-moi comme tel. Apprenez à me regarder comme tel sans que ce soit une insulte, une injure. Alors ce que vont donner tous ces efforts, on ne le sait pas encore, mais ce qui est sûr, c'est que le résultat dépend aussi de nous tous. Et je dirais honorer la mémoire de Dink, mais surtout réfléchir sur son combat et les avancées de la cause arménienne grâce à son combat et à lui seul, c'est quand même, je dirais, presque une feuille de route par rapport à l'engagement que chacun des Arméniens est prêt à donner par rapport à cette cause. Alors justement, cette émission aussi, elle est là pour commémorer ici la mémoire de Hrant Dink, mais ça n'empêche pas, parce qu'il voulait que les gens soient libres dans leurs pensées, et ça nous empêche pas d'avoir une pensée libre par rapport aussi à ses idées et se poser la question s'il avait la vision la plus juste par rapport à la cause arménienne. Est-ce qu'il ne fallait pas, ou il ne faut pas aujourd'hui regarder le combat de Hrant Dink par rapport à la reconnaissance du génocide, par rapport à la réconciliation, comme étant le combat d'un Arménien de Turquie qui est comme Loris Stefanian l'a dit aussi, vous aussi Arnaud Kouyamchian, par rapport à ce contexte politique de l'arrivée de l'AKP, une sorte d'espoir, la parole se libère. Et est-ce que la stratégie de Hrant Dink, d'abord, est-ce qu'il en avait une? Est-ce que sa stratégie, s'il y en avait une, était celle qui pouvait être portée par l'ensemble des Arméniens? Et la troisième question qui s'imposait, est-ce qu'il y avait concertation? Parce qu'un homme seul, comme vous le dites, avec un homme aussi grand que Hrant Dink, est-ce qu'il avait la capacité
ou le droit de porter ce combat lui seul en termes de leadership et d'idées. Loris Stefani. Effectivement, Hrant Dink avait une stratégie du point de vue de la communauté turque, la communauté arménienne de Turquie. La stratégie de Hrant Dink, la ligne politique de Hrant Dink, c'était la modération. C'était la première fois à ce niveau-là qu'était engagée aussi avec autant de détermination la stratégie de la modération. C'était le plus modéré d'entre nous. C'était le plus modéré d'entre nous, et c'était même d'ailleurs, il était d'ailleurs assez modéré par rapport à son propre milieu intellectuel. Hein. C'est ce que nous disent les intellectuels qui l'ont accompagné, comme Zarakolu, comme Pinar Selek, en faisant des anecdotes sur le fait que c'était Pinar Selek qui disait ça, il avait un peu le complexe de l'Arménien peureux. C'est pour ça que je suis un peu en désaccord avec ce que disait tout à l'heure Serge Avedikian. La stratégie de Hrant Dink, c'était la modération. Ça a porté ses fruits. Pour une partie il y a eu des avancées. Almen Kuyumjan vient de le rappeler. Mais le final de tout ça, c'est que bien qu'il ait été le plus modéré que la Turquie n'a jamais eu en face de lui, il a quand même été assassiné. On sait les responsabilités de l'État. Et c'est peut-être pour ça qu'il a été assassiné. C'est peut-être parce que sa politique, sa stratégie était la bonne. Et c'est là où je suis quand même en désaccord. Je crois que l'apport de Dink, c'est vraiment une nouvelle donne politique. C'est-à-dire que le combat pouvait être mené de l'intérieur. Alors, bien évidemment, différemment de la façon dont il est mené en diaspora et à l'extérieur. Alors, je ne parlerai pas d'antagonisme, mais en tout cas, il y a des approches différentes, un ton différent, un vocabulaire différent. Mais fondamentalement, ce qui nous intéresse, nous, c'est que ça bouge en Turquie. C'est pas que la France, les États-Unis, l'Amérique du Sud reconnaissent le génocide arménien. On s'en fout quelque peu, un peu. Ce qui est important pour nous, c'est que la Turquie avance dans cette réflexion. Et je crois que là-dessus, Dink a ouvert des portes. Il est précurseur en la matière. Il a dit c'est possible. Nous, Arméniens, on peut marcher la tête haute, on peut parler. Bien évidemment, on va pas fanfaronner et jouer les ultranationalistes. Maintenant, on a des choses à dire, on le dit dans la tolérance, dans le respect de l'autre, et c'est comme ça qu'il a avancé. Et je pense que nombre de ceux qui l'ont critiqué, contesté, parfois insulté de son vivant dans la communauté de diaspora arménienne, reconnaissent aujourd'hui que il a fait avancer la cause arménienne beaucoup plus vite et beaucoup plus loin que d'autres, en parlant plus fort, en roulant plus les mécaniques, mais finalement, je dirais, sans véritable efficacité. Effectivement, si je peux poursuivre, de même que effectivement, la reconnaissance du génocide arménien par la France, les États-Unis, on s'en fout un peu, et que par rapport au but, à ce qui se passe en Turquie, mais que aussi ceux qui l'ont accompagné ont recadré aujourd'hui leur position sur ces questions-là. Je parle de Ayşe Günaysu, la présidente de la Fédération turque des droits de l'homme. Je parle de Zarakolu, de Doran Özgüden, qui nous ont dit qui sont allés jusqu'à dire que malgré sa modération, aujourd'hui, il y a quand même des blocages. Il y a quand même des blocages qui nous amènent à dire aussi les souffrances ne sont pas notre priorité. Vos souffrances, les Arméniens, ne sont pas notre priorité. Ce qui nous importe, c'est les revendications. Voilà. Se replacer sur le terrain de la justice aussi, parce que les souffrances, effectivement, en 2014, du moins en tant que jeune, ça n'est pas l'essentiel de la cause arménienne. Alors, incontestablement, Hrant Dink a marqué la cause arménienne, et grâce justement, peut-être comme Almen Kuyumjan vous le disiez, le fait qu'il soit né en Turquie, et il faut pas l'oublier, c'est l'enfant de l'Arménie occidentale, de l'Anatolie. Il est pas d'Istanbul. Il est vraiment enraciné dans la souffrance et dans peut-être une revendication pour certains inconsciente de ce que fait rejaillir la terre arménienne. Il venait de là, Hrant Dink. Il est venu plus tard à Istanbul. Donc, il incarnait autre chose que ce que l'image dont on a de la communauté arménienne d'Istanbul depuis le 19e siècle. Et le fait qu'il soit présent sur le terrain, qu'il ait osé, et je pense que c'est ça sa force, qu'il ait osé quand d'autres n'ont pas pu le faire dans cette communauté de Turquie, c'est là qu'il a eu le mérite et l'atout, je dirais, de pouvoir avancer, vous avez raison, très vite
seul par rapport à des organisations qui, dans d'autres contextes, n'avaient pas cette occasion de faire des actions ou de porter leur parole d'une manière flamboyante comme il a pu le faire, parce que il était en contestation directe avec un régime qui étouffait, comme on le disait tout à l'heure, le peuple turc, pas que les Arméniens. Alors, pour poursuivre dans la discussion autour de Hrant Dink et de son message, justement, Pinar Selek est avec nous, sociologue turc qui est condamné par la Turquie et qui vit à Strasbourg et ne peut rentrer d'ailleurs. Les Turcs la réclament en Turquie. Pinar Selek, bonjour. Bonjour. Alors, parlons aujourd'hui de Hrant Dink. Nous savons que vous avez aussi votre combat dont on a parlé sur cette antenne il y a 2-3 semaines. Alors, Hrant Dink, pour vous, qu'est-ce qu'il représentait et qu'est-ce qu'il représente aujourd'hui? Hrant Dink et Agos, je ne peux pas les séparer les deux. Je crois qu'ils sont emblématiques dans l'histoire de la Turquie. C'est un journal arménien qui s'est transformé dans quelques années en un mouvement social, en un mouvement des citoyens très important. Depuis son lancement, j'ai suivi très prochement. Agos est très vite devenu le noyau d'un nouveau mouvement social audacieux et inédite en Turquie. Sa ligne politique a attiré très vite l'intérêt. Et il est devenu un espace de rassemblement, un point de rencontre, le centre d'un réseau de diffusion de différentes idées. Il reliait tous les groupes de jeunes, antimilitaristes, universitaires, femmes, journalistes, écologistes. Et vraiment, il a créé un mouvement social contre tous les types et toutes les versions du nationalisme et des politiques identitaires. Il y avait une autre chose qui est importante. Je crois que Agos représente la première initiative indépendante de l'Église en Turquie. Parce que il défend une position laïque et les Arméniens en Turquie étaient considérés comme une minorité religieuse représentée par l'Église. Alors pour moi, l'un des acquis d'Agos est la destruction de l'hégémonie du patriarche. Mon français n'est pas génial, mais vous comprenez, je crois, et la redéfinition de la citoyenneté arménien avec une notion d'appartenance ethnique. Alors c'est vrai que Hrant Dink était parmi les premiers à parler de ces Arméniens islamisés, pas seulement après le génocide. La question où sommes-nous, c'était très important, parce que la question où sommes-nous, c'était comme une question naïve qui n'a pas premièrement dérangé les gens, et après vraiment il a pu toucher, même avec le secret de Madame Sabiha Gökçen qu'il a écrit, et il a pu toucher à l'un des symboles même de la République. Et ça passait vraiment inadmissible, parce que il déconstruit tous les codes habituels en Turquie, et avec ces tactiques, vous avez parlé de la stratégie aussi, des tactiques, il a déclenché un processus qui n'a jamais tenté ni exprimé auparavant en Turquie, je crois. Alors, est-ce que le fait qu'il soit arménien, c'est ce qui a dérangé, au-delà de la question qui touche à la fille adoptive de Kemal Atatürk, à la question du génocide arménien, le fait qu'il bouleversait aussi la donne dans la société turque, la libération de la parole, par exemple, est-ce que ça portait un vrai danger? Est-ce que c'était un leader en ce sens-là, ou c'était l'un des intellectuels, un parmi d'autres? Non, vraiment, il est devenu un leader symbolique un peu, et moral ou bien, de nouveaux mouvements sociaux en Turquie. Ce n'était pas seulement un mouvement arménien, mais c'était un Arménien. Mais alors, vous voulez dire, il est devenu le symbole après sa mort, ou il l'était à son vivant? C'était commencé avant sa mort, avant quelques années de sa mort, parce qu'il était très actif dans les différentes plateformes sur les questions kurdes, sur la paix, etc. Il était actif pour les autres causes en Turquie aussi. Alors, il ressemblait plein de jeunes autour de lui. Mais l'assassinat de Hrant Dink, il reprolonge les Arméniens dans le traumatisme du génocide, et les Turcs aussi, parce que je crois que des centaines de milliers de personnes l'ont ressenti ainsi. Et c'est pour cela, dans les rues de grandes villes du pays, les Arméniens, les Turcs, les Kurdes, les Grecs, les Juifs ont scandé « Nous sommes tous Arméniens ».
Mais cette disparition brutale vraiment a un impact énorme sur la société turque. C'était la première fois dans l'histoire turque que les gens se ressemblaient pour un Arménien. C'était un changement d'échelle, je crois, un moment de charnière. Et lui, Agos, après sa mort, devient des ferments d'une nouvelle ligne politique, avec une émotion, bien sûr. Et après, on a vu plein d'organisations qui sont nées, les fondations de Ranting, l'Initiative des Amis de Grande, le Centre culturel anatolien, l'Association de culture arménienne, l'Association des Arméniens anatoliens, plein de collectifs. Et il ne faut pas oublier nos Artung, organisation des jeunes arméniens autour d'une station de radio. Et le radio Noz Artung a joué un rôle important aux manifestations de Taksim, par exemple. Il y a des féministes, des LGBT, les gays, des lesbiennes, il y a plein de porte-parole de différents mouvements qui parlent dans ce journal, dans ce radio. Et aussi, après sa mort, je crois que la visibilité des jeunes Arméniens dans le mouvement, dans ce nouveau mouvement, c'est très important. Depuis les jeunes, c'est la première fois que nous voyons une mobilisation des Arméniens et des jeunes Arméniens. Alors, Pinar Selek, vous qui êtes aussi menacé, vous êtes condamné en Turquie. Comment les intellectuels ressentent les menaces? Comment on les menace? Comment on leur fait comprendre qu'il ne faut pas qu'ils parlent, ou qu'ils ont parlé maintenant, ça suffit? Comment ça se passe? Oh, ils ont plein de tactiques. C'est un État très ancien et avec plein de tactiques. Alors, il y a des différents types de répression. Une répression, maintenant en Turquie, il y a plus de 10 000 personnes en prison, prisonniers politiques. Il y a des journalistes, des intellectuels, des militants de différents mouvements pour les droits humains, etc. Mais il y a une loi de terror, antiterror. Alors, ils accusent tous les journalistes, tous les intellectuels d'être terroristes. Et après, il tue, il est en prison, il intimide. Mais je vous dis, la Turquie, les expériences de Grant, le moment qui s'est précipité après sa mort aussi, montre que il est possible que les individus s'organisent et créent des mobilisations malgré les répressions. Parce que, par exemple, il y a des milliers de personnes en prison, mais vous voyez toujours il y a des grandes manifestations malgré aussi la répression policière. Alors il y a une lutte qui continue, mais il y a des adaptations tactiques des différents mouvements sociaux, mais malgré les répressions meurtrières, les manifestations continuent. Mais je veux souligner une petite chose. On a vu dans les manifestations de Taksim, dans le parc Gezi, les jeunes gens que je ne connais pas très jeunes, ils ont fait une rue, ils ont créé une rue de Ranting là-bas. Alors ils ont écrit son nom et ils ont dit que c'est la rue de Ranting. Mais une initiative symbolique, c'est pas la mairie qui l'a fait. Non, c'est les manifestants qui ont fait ça. Mais je vous dis, il y a l'État, qui représente la répression historique que plein de peuples subissent, les Arméniens, les Grecs et les Kurdes, etc. Et la gauche turque et tout le monde, toutes les personnes qui posent des questions. Alors, ça c'est une structure très ancienne, très forte. Et on ne peut pas changer dans 2 jours ça. Mais je vous dis, il y a un changement social dans la société turque, surtout dans l'espace militant. Et alors, il y a une résistance très forte. Moi, Merci. Merci Pinar Selek. Je rappelle que vous êtes sociologue turc, condamné en Turquie et exilé en France. Merci. Et qui garde l'espoir. Donc nous allons poursuivre avec Erol Özkoray dans un instant, mais Ahmet Kuyumcan, quand vous entendez ces paroles de personnes, encore une intellectuelle qui parce que elle a défendu des minorités, etc. C'est pas fini, c'est pas avec Ranting. Tout à l'heure on parlait de l'AKP, cette ouverture, cette démocratisation. Alors je ne vais pas parler des affaires de corruption qui s'étalent en Turquie, mais sur les libertés fondamentales, on en est très loin.
On en est très loin, mais il a ouvert une porte, une brèche, et beaucoup de gens s'engouffrent dedans. Maintenant que le pouvoir essaye de réprimer au maximum cette volonté, ça c'est indéniable, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a des gens qui prennent la parole, qui refusent cette confiscation de cette liberté d'expression, notamment sur des questions essentielles. Mais on sait que ça va être compliqué dans la société civile. Tout le monde n'a pas l'opinion de Pinar Selek. Et en reparlant justement des événements de la place Gezi, on se souvient qu'il y a eu effectivement une fédération de beaucoup de gens d'opposition à l'AKP, des kémalistes aux progressistes, démocrates, etc. Mais que lorsque on a voulu aborder véritablement et parler de cette rue symbolique Hrant Dink, lorsqu'on a voulu rappeler aussi que ce parc était un ancien cimetière arménien et que on a voulu rappeler cette présence arménienne, il y a eu tout de suite une problématique qui s'est posée dans ces gens qui étaient unis contre les policiers et contre le pouvoir de l'AKP. Ils se sont dit non, cette question des Arméniens, on n'y touche pas, ce n'est pas notre combat aussi. Donc il faut savoir que tout ne sera pas simple, mais je veux dire, tout espoir n'est pas perdu. Je veux dire, Pinar Selek nous montre que elle garde espoir. Il y a beaucoup de gens d'intellectuels et finalement la vérité finira par triompher. Ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que grâce à Dink, tout le monde sait qu'il y a eu un génocide arménien en Turquie. Maintenant, la position dans la société civile nationaliste consiste à dire mais ce travail, finalement, on en est fier, il était nécessaire. Alors, nous allons voir aussi avec Erol Escoray, qui est écrivain, qui est sorti, et nous l'avions reçu à ce moment-là, le putsch permanent, la Turquie, le putsch permanent, et qui est conseiller en communication, qui est avec nous par téléphone depuis Istanbul. Erol Escoray, bonjour. Bonjour Artan. Merci d'être avec nous. Alors, ce qui nous importe, c'est de comprendre aujourd'hui le phénomène Hrant Dink. Car oui, on a vu dimanche dernier, on nous a dit à peu près 100 000, certains ont dit plus, de manifestants qui étaient rassemblés pour justement en guise de respect à la mémoire de Hrant Dink. 7 ans après, 100 000 personnes, un peu plus ou un peu moins, peu importe, étaient là. Qui étaient ces gens-là? Parce que les Arméniens, ils sont en tout 60 000 ou 50 000 à Istanbul. Alors, qui étaient ces gens-là qui étaient... Et puis, pour mieux comprendre la Turquie et les Turcs, moi, je l'ai su grâce à un sociologue turc très connu qui s'appelle professeur Şerif Mardin. Il a dit, c'était dans les années 180, il m'a dit il y a deux sortes de Turcs, de populations de Turquie. L'un, c'est les populations turques européens, c'est-à-dire y compris les Turcs des Balkans, les Arméniens, les Grecs, les Juifs font partie, tous ceux qui vivent à l'ouest du pays, ce sont les Turcs européens, les citoyens turcs européens, et l'autre c'était les Turcs d'Anatolie. Il a même employé le mot, il n'écrit pas ça, bien sûr, on ne dit pas, et moi je n'aime pas du tout, mais il dit même qu'il y a deux races de Turcs qui ne se communiquent jamais, qui n'ont rien à voir entre eux. Donc, ceux qui ont participé à cette manifestation, ce sont les Turcs européens, c'est-à-dire les citoyens turcs de l'Europe. On peut ajouter à cette catégorie les Alevis et les Kurdes parce qu'ils sont pour la démocratie et pour la liberté, tandis que les Turcs d'Anatolie sont très liés à leur religion, ils sont islamistes aussi, nationalistes et très traditionnalistes, qui n'ont rien à voir avec les valeurs de l'Union européenne et de l'Europe. Donc il y a cette rivalité et cette lutte politique qui est très présent actuellement dans la société turque, qui se poursuit entre ces citoyens turcs de l'Europe et les Turcs d'Anatolie, qui sont les électeurs naturels de l'AKP, comme vous le savez. Alors, donc le clivage est ça en Turquie, le vrai clivage. Et ces Turcs-là, ces populations de Turcs, ces citoyens turcs de l'Europe, ont en même temps, ceux qui étaient là pour défendre la mémoire de Hrant, ils ont fait en même temps cette grande révolte de la République depuis 90 ans, c'était la révolte de Gezi.
qui s'est passé en 31 mai et en juin dernier à Istanbul même. Ce sont les mêmes couches sociales très politisées, très citoyennes et très combattantes. Erol Özkoray, que reste-t-il de Hrant Dink aujourd'hui? Vous avez évoqué Gezi, cette grande manifestation. Est-ce qu'on peut dire que c'est l'effet Hrant Dink? Évidemment, ça a commencé avec lui. Effectivement, tout ce mouvement social et politique et cette révolte citoyenne a commencé avec lui, parce que Hrant, c'était qui? Hrant, c'était pas un grand intellectuel, un philosophe politique, etc. C'était un homme qui parlait avec son cœur, et justement, parmi les participants, celui qui a le mieux encadré Hrant Dink, c'est Serge Avedikian. C'était quelqu'un comme Serge avait expliqué à raconter. C'était un homme d'Anatolie, mais un homme d'Anatolie avec tous ses bons côtés. Vous voyez, c'est-à-dire c'est un brave type, un type très vraiment bien, très naïf aussi. C'était comme un saint. Il était devant le peuple, et Pınar aussi avait dit la même chose, pas uniquement avec la cause arménienne, avec la cause des Kurdes, la gauche turque, les libertés individuelles, la liberté de presse, etc. Donc il était dans tous les combats. C'était un grand combattant qui avait ouvert vraiment la voie. Moi, je l'ai connu grâce à Pınar Selek, qui m'a fait connaître lors d'une réunion de la formation du nouveau parti kurde à Istanbul, juste 2 mois avant son assassinat. Je le suivais depuis 2 ans, je voulais absolument le rencontrer. Ça, c'était l'occasion, donc on a discuté une demi-heure, mais comme disait Serge Avedikian, il était vraiment seul dans cette réunion. Tous les intellectuels, tous les gens, tout le monde était là, tous les politiciens. Il était seul devant le dos au mur. Il était vraiment seul. Personne ne discutait avec lui. C'est ensuite que, après son assassinat, que ces gens-là ont commencé à le cerner, son mémoire, etc. Mais on n'a pas bien défendu. Moi, j'étais pas un ami très proche, mais je l'adorais, vraiment, je l'aimais beaucoup. Mais ces vrais amis, comme par exemple Ragıp Zarakoğlu, m'a dit, on a fait même une interview là-dessus qui est apparu dans Army News. Il a avoué qu'ils n'ont pas réussi à bien le cerner, à bien le protéger. Et son état, sa façon dont il a abordé les problèmes concernant la Turquie, la question arménienne ou autre, etc., était assez, comment dirais-je, pas très radical, vous voyez. Et mon combat, par exemple, je luttais contre l'armée turque, était très très radical. Il fallait être très radical. Il fallait pas aller au pied de ses bourreaux pour défendre ses propres idées. Il fallait ouvrir des procès, par exemple, contre cette presse qui était complètement sous le contrôle de l'état-major. À l'époque, c'était comme ça. Actuellement, c'est les islamistes qui contrôlent. Alors, mais vous aussi, jusqu'à son assassinat, c'était jusqu'au procès contre les militaires, Ergenekon et Balyoz, etc. Et la presse était sous contrôle des militaires. Donc, il fallait pas aller avec ses propres à la place de ses bourreaux. Vous voyez. Donc, il a fait ce genre d'erreur tactique et stratégique, mais il était arménien, donc il était dès le départ, il se croyait perdant, vous voyez. S'il était un Turc, il aurait pu faire ce combat d'une façon beaucoup plus radicale, en ouvrant des procès contre l'armée, par exemple, en ouvrant des procès contre Mit, des procès contre ce soi-disant presse turc, etc., contre Hurriyet, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Et de temps en temps, venir à Paris, se faire oublier, reprendre le combat ensuite, tout en dirigeant son journal à partir de Paris à gauche. Ce que j'ai fait, moi, j'avais une revue qui s'appelle Idea Politica. L'armée m'a ouvert 16 procès. Je montais la tension, je faisais marche arrière, j'allais à Paris passer 2 mois, et ensuite revenir. Erol Özkoray. Et donc il fallait faire comme ça pour se faire oublier et pour aller jusqu'au bout. Et maintenant, ceux qui m'ont attaqué, tous ces états-majors, par exemple Ilki Al-Bashpou, qui m'a ouvert 16 procès, est en prison actuellement. Et donc on aurait pu sauver Hrant Dink.
Alors merci Erol Özkoray pour ce témoignage et on sait qu'à chaque fois qu'on parle avec des intellectuels turcs, sûrement ou probablement ces intellectuels ont des procès sur le dos parce que finalement... J'en ai un encore. Oui, il y a... Récemment, de mon dernier livre sur Gezi. Donc, il y a juste 2 jours, je viens d'apprendre. Juste pour terminer, je crois que ma parole est finie. Juste pour terminer, il faut dire la chose suivante concernant le procès de Hrant. Pour qu'il y ait une vraie justice, il faut qu'il y ait une vraie démocratie. La justice et la démocratie vont de pair. Donc, c'est ça le vrai problème en Turquie. Le pays est toujours sous un régime autoritaire. Maintenant, c'est le fascisme vert qui règne dans le pays. Merci, Erol Özkoray. Je rappelle que vous êtes conseiller en communication et vous aviez le dernier livre que nous avons, pas sur le Gezi, mais l'autre qui a fait aussi un peu mal à la réputation de l'armée turque, c'est le putsch permanent. Donc, vous attaquiez l'armée d'une manière assez frontale. Alors, nous allons parler à Armin Kuyumcan et Loris Toufanian de la mobilisation. François Hollande se rend en Turquie lundi et mardi prochain pour rencontrer aussi bien le président Abdullah Gül, le premier ministre Recep Tayyip Erdogan, mais aussi des personnalités de l'opposition. Il aura une allocution à l'université de Galatasaray et il va rencontrer également la veuve de Hrant Dink, personnellement. Alors, est-ce que qu'est-ce que ça vous dit, François Hollande, d'aller rencontrer la veuve de Hrant Dink? C'est important, je l'apprends et je m'en réjouis. J'espère que ils auront, en tout cas François Hollande aura l'audace et le courage d'aller jusqu'au bout des choses et aller se recueillir sur la tombe de Hrant Dink. Mais déjà la rencontrer, c'est une chose importante. Ça n'est pas prévu dans son programme. La rencontre avec la veuve, c'est prévu, mais aller à la tombe de Hrant Dink, ça ne l'est pas. C'est déjà une chose importante. Maintenant, on est vraiment dans le symbole. Loris Toufanian. Il va aussi rencontrer le premier président de la République de Turquie, il va sur le mausolée de Kemal Atatürk. Donc oui, c'est important d'une part de rencontrer les proches de Hrant Dink, mais il faut pas politiquement, il faut aussi savoir où on va avec la visite de François Hollande en Turquie. Alors justement, où on va et quels sont les messages que les Arméniens ont à passer, parce que là, la mobilisation est contre l'entrée de la Turquie, de cette Turquie en Europe. On a la question de la pénalisation de la négation du génocide, et on a surtout face à nous, dans le cas des relations France-Turquie, cette obstination de la Turquie par rapport à la reconnaissance du génocide et par rapport à la pression qu'elle exerce sur la France pour que celle-ci n'aille pas jusqu'au bout dans la pénalisation de la négation sur le territoire français. Alors, qu'est-ce que les Arméniens ont à dire aujourd'hui à Lyon et à Marseille? On verra avec nos intervenants tout de suite, mais surtout à Paris demain. Écoutez, la thématique de cette manifestation, c'est contre l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne. Mais bon, en réalité, on sait très bien que c'est parce que le président de la République va en Turquie. Donc c'est ça la véritable mobilisation, c'est qu'il va en Turquie, mais que ses promesses électorales en ce qui concerne la cause arménienne, on les attend toujours. Le vrai problème de fond est là. On les attend toujours, ces vraies promesses. Alors, moi personnellement, je pense que comme beaucoup d'Arméniens, on attend de François Hollande qu'il fasse à minima ce qu'avait fait Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'il va en Turquie effectivement pour ouvrir de nouveaux chapitres de négociations pour l'entrée de la Turquie dans l'Union européenne, qu'il puisse répéter que pour lui, il ne sera pas question de laisser entrer la Turquie sans la reconnaissance du génocide arménien. Donc c'est ça qu'on veut, c'est tout. Après que la Turquie entre ou pas dans l'Union européenne, c'est un débat qui concerne chacun d'entre nous et chacun a son opinion personnelle sur la question. Est-ce que c'est bien pour la France? Est-ce que c'est bien pour l'Arménie? C'est une question complexe, mais ce qui est sûr, c'est que on ne peut pas laisser entrer la Turquie dans l'Union européenne qui quand même défend un certain nombre de valeurs, notamment celle de la liberté,
la liberté et les droits à la vie et surtout la dignité humaine. On ne peut pas laisser un État qui assume parfaitement sa culpabilité génocidaire et qui refuse de reconnaître le génocide arménien. On ne peut pas le laisser rentrer dans l'Union européenne dans ces conditions-là. Surtout que l'Union européenne a déjà fait son travail en ce qui concerne par exemple la Roumanie. Il y a quelques années de ça, en ce qui concernait l'ouverture des négociations d'adhésion à l'Union européenne, que l'Union européenne a contraint la Roumanie à reconnaître son implication dans la Shoah, notamment au niveau de l'armée en Roumanie. Elle a fait le travail, sous la pression, elle a fait le travail. Et après ça, il y a eu l'ouverture des négociations. La Turquie en est très loin. On ne peut pas y avoir deux poids, deux mesures, encore une fois, à ce sujet-là. Alors justement, la crainte, c'est de voir sous la présidence de François Hollande que les négociations vont, et c'est le droit de l'Europe, c'est même normal de pousser la Turquie à aller ouvrir ses chapitres et faire des réformes. C'est ce que tout le monde veut, que la Turquie change. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, depuis 10 ans, les Arméniens en France disent « Nous sommes contre l'entrée de cette Turquie ». Après que, vous l'avez dit à Al-Mekuljian, que les gens soient pour ou contre, et quelles seraient les conséquences de l'entrée de la Turquie pour la France, pour l'Europe et pour les Arméniens et l'Arménie, ce sont des sujets à débattre. Mais sur le principe, la Turquie telle qu'elle est aujourd'hui, par rapport à sa position sur la question du génocide arménien, il est inconcevable de la voir entrer en Europe. Alors, est-ce que, toute la question est là, est-ce qu'on négocie pour aboutir probablement à une adhésion, et là, avec le changement de la Turquie, le génocide arménien serait reconnu peut-être un jour en Turquie, ou comme François Hollande, en tant que premier secrétaire du Parti socialiste et en tant que aussi président l'a annoncé, la Turquie doit reconnaître d'abord pour avoir ce passeport pour entrer en Turquie. C'est toute la problématique. Oui, enfin, je pense que il vaut mieux obtenir sa reconnaissance avant son entrée qu'après, parce que après, une fois qu'ils seront dans l'Union européenne, c'est prendre le pari que spontanément, du fait de cette entrée, la société civile turque va se démocratiser, et c'est quand même un pari audacieux. Le problème de la Turquie aujourd'hui, ses manuels d'histoire, c'est de présenter les Arméniens comme des traîtres, de présenter les Arméniens comme des agresseurs et une menace pour la Turquie. Je veux dire, cette politique paranoïaque, elle est développée et inculquée à tous les niveaux de la société civile turque, et ça développe un ultranationalisme qui fait que l'Arménien est considéré comme une menace, un danger et un ennemi. Donc tant que cette mentalité ne changera pas, ce sera difficile d'obtenir de véritables changements démocratiques en Turquie. Or, l'Union européenne peut obliger la Turquie à changer sa politique de haine raciale à l'égard des Arméniens. Ça fait partie des valeurs qu'elle doit prôner et défendre, et je pense que c'est dans son devoir. Donc, obligeons la Turquie à changer ses manuels scolaires, obligeons la Turquie à avoir une approche tolérante et digne à l'égard des Arméniens, et ça, je pense que l'Union européenne peut l'imposer. Ça n'a rien d'extravagant comme condition, et après les choses changeront en Turquie d'elles-mêmes. Alors nous avons un auditeur en ligne. Allô ? Allô ? Oui, bonjour. Bonjour. J'ai écouté Monsieur Toufanian tout à l'heure quand il parlait du thème de la manifestation. Oui. Tout ça, on se doute pourquoi. Moi, je sais bien pourquoi aussi. Mais par contre, je suis un peu abasourdi par le titre de la manifestation. Contre l'entrée de cette Turquie en Europe. Oui. Pourquoi pas contre l'entrée de la Turquie en Europe ? Parce que là, on fait des finasseries qui mènent à rien. C'est où on est pour l'entrée de la Turquie ou contre. Et cette Turquie, ça fausse le débat, à mon avis. Ça veut dire que si elle reconnaît le génocide, mais beaucoup de gens, d'Européens ne veulent pas de la Turquie en Europe. C'est pas la question du génocide qui doit être un thème intégré directement comme une des conditions et que les Européens ont supprimé de leurs normes. Voilà, je voudrais vraiment une réponse claire à ce sujet. Très bien. Donc, Al-Mekuljian venait justement d'en parler, mais on peut approfondir le sujet. Pourquoi cette Turquie ? Cela peut représenter pour les gens, si vous êtes que contre cette Turquie, et si la Turquie reconnaît le génocide, le monsieur dit, demain, ça veut dire que probablement vous serez pour l'entrée de la Turquie.
Mais ça veut dire clairement que je vous pose pas la question en tant qu'Arménien culture, mais la communauté dans son ensemble, comment voit-elle Mais ce n'est pas du tout un piège. C'est, je pense, la seule condition que nous sommes à même d'imposer. Après, chacun, dans son quant à soi, peut avoir une réflexion personnelle sur la question. Maintenant, sur un plan collectif, et s'il faut mener une réflexion collective, est-ce qu'il n'est pas non plus de l'intérêt de l'Arménie et de la communauté arménienne que le voisin de l'Arménie, qui il n'y a pas si longtemps était prêt à envahir l'Arménie, on l'a appris en 92-13 après les événements du Karabakh, est-ce que ce n'est pas bon pour l'Arménie d'avoir une Turquie au sein de l'Union européenne qui sera, je dirais, plus muselée dans ses intentions? Donc c'est une question qui peut se poser. Alors ce sont des interrogations et je pense que personne n'a la réponse finale parce que même si on peut pas s'estimer avoir et tenir la vérité, mais en tout cas, c'est que des années après qu'on verra si les analyses d'aujourd'hui ont tenu la route, parce qu'aujourd'hui, quand on parle de ce qui s'est passé il y a 10 ans, on se dit, voilà, 10 ans, il y a 10 ans, je pensais comme ça, mais les événements m'ont montré que mon analyse n'était pas forcément la bonne. Donc, ce sont des questions, il me semble, auquel il est très difficile d'apporter une réponse définitive. Mais oui, je voulais revenir juste, je voulais répondre aussi à l'auditeur. Bon, en termes de conditions, les conditions que la communauté arménienne, le CCF, les organisations politiques arméniennes depuis 10 ans ont fixées, il n'y a pas que la question de la reconnaissance du génocide arménien. Il y a aussi le règlement de la question politique avec le peuple kurde, le retrait de Chypre et la reconnaissance de Chypre, et un respect des droits de l'homme réel en Turquie. J'ai parlé de l'exemple roumain. L'Union européenne est un moyen de levier sur la Turquie. Alors après, il y a deux manières de voir les choses. Soit on veut aller de l'avant sur la cause arménienne et vouloir qu'elle se termine et qu'elle se finisse politiquement, positivement et justement pour le peuple arménien, soit on veut être dans la haine en permanence. À ce compte-là, je peux comprendre aussi le fait de pas vouloir avoir cette position de l'entrée de cette Turquie dans l'Union européenne. C'est très simple. La Turquie ne rentrera pas. Elle ne reconnaîtra pas le génocide arménien non plus. Regardons l'exemple de la Roumanie. Si l'Union européenne avait dit non, on négocie pas avec vous parce que ceci, cela, bon, ben, ça aurait été un levier de moins pour que la Roumanie fasse ce travail de mémoire, révise ses manuels scolaires, déboulonne les statuts à la gloire d'anciens généraux roumains qui avaient travaillé pour les SS. Voilà, il faut faire le choix au bout d'un moment. Alors, nous allons tenter de rejoindre nos intervenants probablement, qui sont dans des manifestations à ce moment. Il s'agit de Michael Kazarian et Jacques Tonabedian, tous deux présidents des CCF de leur région, Rhône-Alpes et PACA. Donc, apparemment, nous n'allons pas pouvoir les avoir, mais on voulait juste avoir l'ambiance de cette manifestation qui a commencé il y a quelques instants. Nous allons essayer une dernière tentative pour voir si nos intervenants sont, parce qu'il y a des prises de parole, vous imaginez bien comment une manifestation se déroule, et puis aussi il faut qu'ils puissent entendre la sonnerie de leur portable à cet instant. Donc 2 secondes pour voir si nous allons pouvoir rejoindre au moins l'un des 2 présidents régionaux des CCF, Marseille PACA ou Rhône-Alpes. Ça sonne pas, me dit-on, donc ainsi nous terminerons cette émission en rappelant que demain à 3h à Paris, au Trocadéro, donc les Arméniens seront là pour justement dire qu'ils ont des revendications, que à la veille du voyage du président de la République, ils n'entendent pas les choses de la même manière. Et c'est vrai que là, on peut pas nier le fait que la France a pas seulement des relations, mais des intérêts stratégiques, économiques, énergétiques, plein de sujets qui font partie de ce voyage, parce que quand on voit les ministres d'Affaires étrangères, du commerce extérieur, du développement, des transports, de l'écologie, de la défense, on imagine bien qu'il y a plein de sujets qui seront évoqués, pas seulement par rapport aux relations France-Turquie, mais aussi par rapport aux relations
d'entreprise à entreprises françaises et turques pour créer des projets dans d'autres pays. Cela a été évoqué il y a 2 jours par l'Élysée. Il y a aussi le dossier européen, surtout l'ouverture de quelques chapitres très difficiles que non pas l'Europe refuse d'ouvrir, comme par exemple le chapitre sur les marchés publics, mais que c'est la Turquie, elle, qui refuse d'ouvrir ces chapitres parce que on a vu au mois de décembre les scandales liés aux marchés publics. Il s'agit d'environ 80 milliards de dollars d'argent qui se trouve on ne sait pas où et qui appartiendrait justement au peuple turc, qui est dans les mains de quelques-uns et donc peut-être le fils de Erdogan. Donc plein de sujets chauds durant ces voyages, mais en tout cas ce qui importe les Arméniens, c'est la question qui concerne la pénalisation de la négation, et là François Hollande doit être très clair dans ses messages, et surtout que la Turquie puisse aboutir à une reconnaissance du génocide arménien. Merci Armen Kuyumjian, je rappelle que vous êtes le coprésident de la FAJA. Merci Doris Toufanian, président de la FRA Nourselout. Merci Vartan. Merci à nos intervenants, Serge Avedikian, Pinar Selek, Erol Özkoray. Donc rendez-vous demain à 3h au Trocadéro à Paris. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.